Les raconteries de Sabrevoix, petites histoires d'un village. Je me nomme Jean-Pierre Guillet. J'ai grandi à Sabrevoix et j'y ai encore de la famille. Avec Maryse Chouanière, présidente du Centre d'art de Sabrevoix, nous avons rencontré à 3 reprises des aînés de Sabrevoix au printemps 2024 pour recueillir leurs souvenirs et anecdotes, de même que des témoignages écrits. Grand merci à tous et à toutes. Ce projet a été réalisé dans le cadre de l'entente de développement culturel intervenue entre la MRC du Haut-Richelieu et le ministère de la Culture et des Communications, et ce, en partenariat avec la Corporation du Fort Saint-Jean. Une présentation publique a eu lieu au Centre d'art de Sabrevoix le 13 octobre 2024. Mais avant de parler de la petite histoire, quelques mots sur la grande histoire. Le premier Européen à passer devant les rives de Sabrevoix était nul autre que le fameux Samuel de Champlain, en juin 1609, à peine un an après avoir fondé Québec. Les navires français ne pouvaient passer les rapides de Chambly. Champlain et 2 compagnons français, accompagnés d'une soixantaine de Hurons Wendat, Algonquins et Inuits montagnais, s'aventurent donc à bord de 24 canots sur cette rivière qui sera nommée plus tard Richelieu, mais qu'on désigne alors comme rivière des Iroquois. Les alliés autochtones de Champlain sont en conflit avec les Iroquois. Alors, quand les 2 groupes se rencontrent au lac qui porte aujourd'hui le nom de Champlain, celui-ci, paraît-il, abat 2 chefs Iroquois d'un coup d'arquebuse. Les Iroquois, qui n'ont jamais vu d'armes à feu, s'enfuient. Mais évidemment, cela entraînera des conflits pour les années à venir. Je fais un saut de plus d'un siècle pour vous montrer cette ancienne carte de la région datée de 1739. Les Français sont encore peu établis dans les terres, sauf pour une série de petits forts le long de la rivière Richelieu et jusqu'au bout du lac Champlain. Le premier sieur de Sabrevoix, venu de France, est arrivé ici vers 1685. Jacques-Charles de Sabrevoix de Bleury, un officier militaire, a été entre autres commandant du fort Chambly, situé complètement à gauche sur la carte, avec le petit cercle qui représente le bassin de Chambly. Des seigneuries ont été attribuées à 2 de ses fils. Charles a reçu la seigneurie de Sabrevoix, où se trouve la municipalité actuelle. Mais c'était un militaire comme son père. Il ne s'est pas occupé de colonisation. Il a été, entre autres, commandant du fort Saint-Frédéric, à l'autre bout du lac Champlain, complètement à droite sur la carte. Son frère Clément a reçu la seigneurie voisine de Bleury, correspondant à Iberville aujourd'hui. On voit ici un portrait de lui, imaginé par l'historien Réal Fortin. Clément était un entrepreneur déterminé. Il a exploité du bois dans la région pour sa scierie à Chambly et un chantier naval à Québec. Il s'occupait aussi d'approvisionner les forts français sur la rivière et jusqu'au lac Champlain. À cette époque, la rivière Richelieu était une voie d'invasion quand les Iroquois et les Anglais attaquaient la Nouvelle-France. On m'a raconté que la méfiance de certains anciens résidents de Sabrevoix pourrait même venir de cette lointaine époque, quand l'arrivée d'étrangers signifiait danger. Après la conquête anglaise, Charles de Sabrevoix quitte le pays pour la France. Son frère Clément reste à Montréal. Sa maison existe encore dans le Vieux-Montréal. C'est devenu l'auberge Saint-Gabriel. Je n'en avais aucune idée quand j'ai eu mon bal de graduation universitaire à cet endroit. Clément va vendre sa seigneurie et celle de son frère en 1764 à un officier britannique, Gabriel Christie, et son collaborateur, Moses Hazen. Gabriel Christie devient donc le second seigneur de Sabrevoix.
Le titre passe ensuite à son fils légitime, Napier, puis à son autre fils, William. Celui-là est illégitime, c'est le fils de sa maîtresse, ce qui cause un peu de bisbille dans la succession. La veuve de William, Amelia Martha Brown, fera bâtir l'église du Messie en 1848. Quand j'allais à l'école primaire de Sabrevois, dans les années 60, ce bâtiment situé tout près me semblait un peu mystérieux. En voici une photo que j'ai prise adolescent quand l'église anglicane avait encore son clocher. C'est devenu ensuite le centre d'art de Sabrevois. Et il y a une histoire de cœur à l'origine de notre projet. Cette anecdote nous a été racontée par Mme Quintal, qui habite la maison voisine de l'église. C'était autrefois l'école des filles. Mme Quintal a travaillé à l'hôpital de Saint-Jean. Elle se souvient d'une patiente âgée à l'hôpital qui lui a raconté un souvenir de jeunesse. Elle était tombée en amour avec le pasteur dans les années 1920-25. Elle venait le voir en cachette à 18 ans. Son père est venu la chercher, tandis qu'elle assistait à une cérémonie. Elle n'a jamais eu le droit de revoir le pasteur. Ce souvenir émouvant nous a donné l'idée de recueillir d'autres témoignages d'aînés de Sabrevois. Une étape importante pour le développement de Sabrevois a été la construction de Halfway House en 1818-1819 par Thomas Jones, un colonel loyaliste venu du New Hampshire. Le nom signifiait que c'était à mi-chemin entre Montréal et Saint Albans. C'était une route commerciale importante vers les États-Unis. Il y avait un relais de diligence, un bureau de poste et plus tard une salle municipale. Un moulin à scie construit en 1824 et le quai Ryan en 1830 pour le commerce par la rivière ont aussi contribué à attirer des colons. Le colonel Jones est enterré dans le petit cimetière à l'arrière de l'église du Messie. Voici son monument funéraire que j'ai photographié récemment. Je ne savais même pas qu'il y avait un cimetière là quand j'allais à l'école primaire. Les Jones ont eu de nombreux descendants. Le pont Jones, au milieu du village, et la rue Jones, près de l'église catholique, sont nommés en l'honneur de cette famille. Et aussi le petit cours d'eau au milieu du village a déjà été nommé Ruisseau Jones avant d'être appelé officiellement Décharge des Vins. On retrouve aujourd'hui à l'ancien emplacement de Halfway House, le bureau de poste actuel, une petite maison blanche construite par mon oncle André, et la bâtisse en briques au fond était, dans ma jeunesse, l'épicerie Bordua, puis le marché d'Orval. Voici la maison des Jones, construite vers 1830. Et la voici en 1984. Elle est encore assez semblable aujourd'hui. Quand j'étais jeune, elle était habitée par M. Stephen Jones, le dernier descendant des Jones à Sabrevois. Il parlait français, avec un accent anglais. Il était électricien et avait toutes sortes de vieilles pièces dans son atelier. Il a fait don de terrain à l'église, la rue Jones pour les processions et des terrains derrière l'église, aujourd'hui une source de revenus pour la fabrique, car la vente de ces terrains aide la paroisse à survivre. M. Jones, un protestant, allait à l'église catholique quand il n'y avait pas de service à l'église du Messie. À son décès, 2 curés catholiques et un pasteur anglican ont célébré conjointement ses funérailles à l'église du Messie. Un bel exemple d'écuménisme. La rue principale du village, aujourd'hui la 133, s'appelait Route 7 quand j'étais jeune. C'était une route fréquentée par les vacanciers qui allaient aux États-Unis et les touristes américains. L'ancienne propriétaire de cette maison au milieu du village, Mme Pauline David, vendait toutes sortes de bibelots et de pierreries aux touristes. C'était une véritable caverne d'Ali Baba, et il semble que c'était assez lucratif. Mme David était la petite-fille du fondateur de la plage La Belle. Mais j'ai appris en préparant ce projet qu'il y avait eu au début de la colonisation de Sabrevois un moulin à scie à cet endroit, actionné par les eaux du ruisseau qui passent derrière.
Le propriétaire voisin, M. Louis-Georges Touga, aujourd'hui décédé, avait même déjà mentionné avoir vu les restes d'une grosse roue de bois à cet endroit. En resterait-il encore des traces aujourd'hui? Avec la permission des propriétaires actuels, je suis allé explorer les broussailles sur la berge du ruisseau derrière la maison. J'ai bien trouvé quelques vestiges de maçonnerie, mais sans trop savoir à quoi ça correspond ou leur âge. Ah, c'était quand même amusant de jouer à l'explorateur. Mais un autre fait curieux à propos de cette maison, c'est qu'il y en a eu une autre avant elle, qui a été déménagée. La maison précédente a roulé sur des billots pour traverser de l'autre côté de la rue. Voici l'aspect aujourd'hui de cette maison qui a traversé la rue. C'est devenu la maison familiale des Doucet. Madame Lorraine Doucet nous a raconté ça. À ce nouvel emplacement, de vraies fondations, la famille a apprécié d'avoir enfin une vraie salle de bain et un sous-sol. Et surtout, ses parents ont pu installer leur nouveau commerce à côté. Non, ce n'est pas ce hangar qu'on voit sur la photo d'aujourd'hui. C'était d'abord une cabane à patates frites, devant laquelle pose fièrement, en 1956, le père Jacques Doucet, un vétéran de la guerre. Son épouse, Blanche Leblanc, a trouvé le nom sur le pouce pour le resto. La première cantine était faite à partir des containers de bois utilisés par les immigrants belges pour transporter leurs affaires en bateau. Cette première cantine a ensuite été donnée à l'église pour servir de kiosque pour les tombolas. Voici le restaurant en 1961. Admirez les belles autos. En plus de servir des repas, on y vendait aussi des revues et quelques livres. J'y achetais à chaque semaine le journal Tintin, dont j'ai encore la collection. Voici d'autres exemples de maisons qui ont déménagé. Nous avons habité quelques années cette maison qui était alors située près de la station-service de mon père, à l'entrée du village, aujourd'hui le garage Lamar. Cette maison se trouve maintenant dans le Rang-Saint-Louis. Voici la maison de Luc Toulouse, qui venait de la Beauce, ancien mécanicien pour mon père et aujourd'hui bénévole important dans la paroisse. La maison venait de Saint-Luc, déménagée par mon oncle Jean-Paul, spécialisé dans ce domaine. J'ai cloué des bardeaux sur le toit et mon oncle m'a appris à bien tenir un marteau. La maison a été évidemment beaucoup réaménagée et embellie depuis. La petite maison blanche à droite était déjà bâtie en 1880. Elle a été légèrement déplacée pour faire place à la boucherie de mon grand-oncle Louis-Philippe Bissonnette. Il y avait un abattoir à l'arrière, près du ruisseau. Lorraine Doucet entendait les cris des cochons abattus. Ma grand-tante Antoinette recueillait le sang pour faire du boudin. M. Bissonnette allait vendre la viande au deuxième étage de ce qui est maintenant le musée du Haut-Richelieu à Saint-Jean. Louis-Philippe Bissonnette a aussi été maire de Sabrevois pendant 24 ans. On le voit ici lors de l'inauguration du centre de mini-golf Léo en 1962. C'était très populaire auprès des jeunes et des familles. Je me souviens y être allé avec ma première blonde, mais j'ai oublié mes clés dans l'auto et nous avons dû marcher jusqu'au village. Je n'étais pas fier. Aujourd'hui, le mini-golf n'est plus là. Le pavillon a été récemment déplacé pour faire place à une nouvelle bâtisse. D'autres édifices ont été transformés. Par exemple, l'hôtel de ville actuel, modernisé, était autrefois la petite école du village. Il y avait aussi 2 autres écoles de rang et 2 écoles protestantes pour les garçons et les filles près de l'église du Messie. La photo de droite représente la petite école de rang Grand Sabrevois, ce qu'on appelait le PIC. Dans ces écoles de rang, soit il y avait une seule salle pour tous les niveaux ou 2 pièces, une pour les petits et une pour les grands. Madame Marie-Jeanne Delfosse, qui nous a apporté cette photo, se souvient qu'ils étaient 2 élèves en 7e année. Alors, à chaque mois, il y avait une compétition, à savoir qui serait le premier
ou le dernier des deux. Regardez le nom de l'enseignante, Madame Pacifique Boutillier, qui utilisait sans doute le nom de son mari, comme c'était la coutume. J'ai aussi vu dans les archives d'autres prénoms au charme d'autrefois, comme Géraldine, Laurentia ou Mignonne. Une enseignante retraitée nous dit que les petits gars qui arrivaient en première année sans maternelle trouvaient ça difficile. Au lieu de dire qu'il s'ennuyait, un petit garçon lui a dit « Mon père s'ennuie de moi ». Il y a eu une vague d'immigration après la guerre, amenant à Sabrevois des Belges, Flamands et Wallons, des Hollandais, des Allemands et des Suisses allemands. Certains nous ont raconté des souvenirs de l'occupation et de la résistance, la crainte d'invasion communiste. Mesdames Delfosse et Walput nous ont raconté la traversée en bateau, avec un long détour pour partir par l'Angleterre. Madame Delfosse a eu un vaccin à la cuisse avant le départ, et elle a eu de la difficulté à marcher pendant les 7 jours de la traversée. Les familles ont été accueillies par l'agent des terres. Ils devaient se décider rapidement pour acheter des fermes, parfois avec des équipements désuets. Madame Delfosse se rappelle une invasion de sauterelles qui a détruit les récoltes. Madame Walput dit qu'il n'avait jamais vu une vache de près avant. Elle se rappelait avec nostalgie les cornets de frites de la Belgique, bien plus gros que nos petits casseaux d'ici. Elles expliquent comment consommer les pissenlits puisqu'il y avait peu de variétés de salades disponibles ici. Heureusement, les nouveaux venus se sont bien intégrés et ont participé activement à la communauté. Ils ont contribué à fleurir davantage les maisons et à faire connaître de nouveaux mets. Mais on a entendu parler de quelques accros ailleurs, comme des enfants qui exhibaient des sabres de guerre ou une bataille à l'hôtel du village avec des Allemands, ou même des cas d'intimidation à l'école. Madame Delfosse, arrivée toute jeune d'Europe, nous a fourni cette photo de famille, une journée de loisirs sur la rivière Richelieu à la plage Labelle. On voit que les normes de sécurité n'étaient pas les mêmes à l'époque, avec la chaloupe remplie et pas de gilet de sauvetage. La plage Labelle était un des attraits majeurs de Sabrevois et attirait des villégiateurs de toute la région. Le fondateur de la plage Labelle était M. Louis Labelle, photographié ici avec un masquinongé de 30 livres, pêché à Sabrevois. Après avoir vécu aux États-Unis, il s'est établi à Sabrevois en 1925 et a développé la plage Labelle. On y louait des chaloupes et des tables à pique-nique. C'était la plus belle plage de Sabrevois. Elle devait être très populaire et attirait beaucoup de monde. Les soldats de Farnham venaient y danser le dimanche. Une barge installée là, un petit resto avec un bar, une salle de danse avec un orchestre, ça donnait l'impression d'un petit paradis défendu. Pour la petite histoire, notons que Louis Labelle était l'oncle de Conrad Labelle, un fameux contrebandier, et aussi l'oncle de Yvonne Labelle, une historienne d'Iberville. Ensuite, la plage Labelle est devenue le camp Beauvallon, puis le domaine Pourquis. Il y avait d'autres plages à Sabrevois et les nombreux petits chalets augmentaient beaucoup la population. Pas facile pour les enseignantes au primaire, ça demandait des ajustements, car les jeunes des chalets partaient en octobre et revenaient avec leurs parents pour la belle saison au mois de mai. Les villégiateurs, moins riches au début, étaient parfois plus ou moins appréciés. Par exemple, pour le domaine des saules, des mauvaises langues le surnommaient domaine des salles. Les chalets ont été transformés en maisons permanentes. C'est l'origine des nombreuses avenues de la municipalité et Sabrevois devenait en partie un village dortoir. Voici le quai Ryan aujourd'hui, à l'ancienne plage Rochelot. Il y a eu là le domaine du quai pour les réceptions et un resto à la marina à côté. Deux histoires nous ont été rapportées à propos de ce lieu. D'abord, un événement très triste. Le décès du jeune Doucet, un petit garçon de 9 ans, en 1953.
Il a échappé un instant à l'attention de son père, occupé à des travaux dans un chalet. On l'a cherché pendant 5 jours. Sa mère, bouleversée, croyait qu'il avait été enlevé en bateau par des Américains. Des soldats du collège militaire sont venus participer à la recherche en s'avançant en ligne dans l'eau. Le père est allé à Saint-Hyacinthe consulter un ancien curé. Il y avait un pendule. Il lui a dit où chercher. Le père a retrouvé son enfant au bout du quai. Il aurait glissé sur une roche glissante et subi un arrêt cardiaque. Voici maintenant un souvenir plus heureux raconté par Madame Mallette, qui va s'établir plus tard à Sabrevois et s'impliquer dans la vie du centre d'art. Montréal, sur Sainte-Catherine, un samedi soir d'automne, un autobus quitte la pharmacie Montréal avec à son bord des jeunes de la ville qui, très fébriles, se demandent vers quelle destination ils aboutiront ce soir. Au bout d'une heure et quelques minutes, le suspense cesse et nous arrivons à l'Hôtel du Quai, à Sainte-Anne-de-Sabrevois, nommé Quai Ryan. C'est un établissement hôtelier très vieillot. Un orchestre s'exécute déjà et nous nous élançons sur la piste de danse. Les garçons consomment des bières et les filles des liqueurs douces. Au bout de quelques heures, essoufflés et affamés, une gentille dame, la propriétaire, Madame Côté, nous sert des hot chicken et des frites délicieuses avec sel et vinaigre. Le dessert sera de la tarte aux pommes. Il est tard, l'autobus repart, direction de Verdun et Montréal. Revenons au cœur du village, où se trouve cette maison où vivaient alors des Lefort, nos compagnons de jeu. Plusieurs dames du village travaillaient au sous-sol, sur de gros rouleaux de tissu livrés par camion. Elles travaillaient aux pièces, comme on dit. Dérouler les tissus devant une lumière pour vérifier les défauts, faire du piqûrage pour réparer les fils cassés et les nœuds. Lorraine Doucet, qui y a travaillé, nous dit que ça rapportait 25 piastres par semaine. De quoi payer l'épicerie pour 3 personnes. Nous voici maintenant à l'intérieur de l'église catholique dédiée à Sainte-Anne. Entrons au confessionnal, souvenir d'une autre époque. J'en profite pour évoquer quelques perles racontées par les aînés que nous avons rencontrés. Rassurez-vous, rien de trop méchant malgré les titres suggestifs. Pas de maîtresse enceinte. C'est pour dire que les commissaires d'école avaient beaucoup de pouvoir à l'époque. Une nouvelle institutrice devait s'engager à ne pas tomber enceinte dans l'année. Le commissaire en profite pour choisir qui va enseigner à sa fille. Madame Lamarche aimait enseigner en 6e année où elle était bien appréciée. Mais comme la fille du commissaire allait entrer à l'école, il l'a fait changer de niveau pour lui faire enseigner en première année. Ça ne se passerait pas comme ça aujourd'hui. Le gros arbre creux, ça réfère à un nouveau résident arrivé de la ville qui jouait au-dessus de Joe Connaissant, prêt à tout chambarder. Alors, dans une assemblée, un vieux villageois a répliqué vertement à ce monsieur assez corpulent. Mon grand-père m'a dit de buffer les gros arbres en premier parce qu'ils sont creux. Bon, le curé. Il visitait les écoles de rang et allait faire les confessions dans la cabane à bois à l'arrière. Il y avait peu de place. Les enfants devaient s'installer entre ses genoux. Une jeune immigrante qui comprenait peu le français a été marquée par ce personnage impressionnant, même s'il ne s'est rien passé d'autre. Elle a pleuré et a répondu quand on lui a demandé comment t'as aimé monsieur le curé. Il a haï. Celui qui connaissait les femmes de près, c'est lors des accouchements. On nous a dit que le docteur Touga, natif du village de Sabrevois et installé à Bedford, doit bien avoir accouché plus de 1000 bébés dans la région. Apprécié, il servait aussi un peu de psychologue. Un autre Touga était le chantre de la chorale.
Et il a dit, après son dernier concert de Noël, je sac mon camp. La jeune choriste Lorraine Doucet s'en souvient encore. Il est allé s'établir à Montréal et mon père a acheté sa terre. Moonshine, c'est un mot que j'ai appris. Ça évoque la contrebande d'alcool au clair de lune. En effet, au temps de la prohibition aux États-Unis, il paraît qu'il y avait un trafic d'alcool qui passait par Sabrevois et la rivière. Les petits cochons, c'est comme ça qu'une vieille voisine ronchonne traitait les enfants des immigrants d'Elfos, juste parce que, lors des grandes chaleurs, ils portaient leur petit maillot de bain bleu, blanc, rouge. La dame serait bien plus scandalisée aujourd'hui. Il y a assez de poulaillers dans la rue. C'est ce qu'a répondu le mari de Madame Lamarche au jaloux. Le rang Saint-Louis était alors peuplé, surtout, de petits chalets, alors que lui, il construisait une belle maison. Il t'ôte pas le goût, c'est ce que disait le vieux père retraité de Madame Campbell quand il voulait encore venir aider sa fille au restaurant. Quand il t'ôte la capacité, il faudrait qu'il t'ôte aussi le goût. Revenons à l'église. Sainte-Anne de Sabrevois est un lieu de pèlerinage diocésain. La fête de Sainte-Anne, le 26 juillet, était célébrée en grande pompe. Il y a même eu des miracles. Le Canada français du 4 août 1938, par exemple, mentionne que 10 000 personnes ont participé au pèlerinage de Sainte-Anne de Sabrevois. On vendait des lampions, des rubans, des objets de piété, on assemblait des cassons en papier pour porter des luminions, il y avait une procession avec l'évêque et j'étais un des enfants de chœur en soutane. On nous a aussi parlé d'autres fêtes, comme la fête Dieu, la tombola avec une roue de fortune, des tables à cartes au sous-sol de l'église. À cette époque, la patinoire était derrière le presbytère et il y avait une grande glissade en bois à côté. Adolescent, j'ai joué au cascadeur et grimpé sur le toit de l'église. La cloche donne supposément la note Fa, mais heureusement pour mes oreilles, elle n'a pas sonné pendant que j'étais côté. C'est surtout pour vous faire voir de ce point de vue en hauteur qu'il n'y avait pas grand-chose de bâti à l'époque. Une petite maison, un chalet et une grange ont été déménagés quand mon père a acheté la terre des Tougas. Les égouts du village passaient dans un fossé à ciel ouvert à l'arrière du garage. Mon père est allé au conseil demander de faire creuser des tuyaux le long de la route 7. Maintenant, la rue a été asphaltée et plusieurs maisons sont bâties dans ce coin-là. J'ai répété l'expérience en hiver, un peu inconscient des risques. Notre maison familiale se trouve en bas, à gauche, sur la photo. Mais, dans l'autre sens, voyez la vue du cimetière à l'arrière. Il n'y avait rien de bâti autour, contrairement à aujourd'hui, où s'élèvent de gros blocs d'habitation. La clôture et la croix en fer forgé, pas visibles sur cette vieille photo, ont été faits à la forge du village par M. Campbell. Voici la vieille forge de M. Roy, qui a aussi servi de salle de réunion paroissiale. M. Auguste Campbell, aussi forgeron, a pris la suite. On y ferrait les chevaux et on réparait les instruments aratoires. Sur cette vieille photo, on voit le rang Saint-Georges qui mène à Henryville. Et voici la photo prise de nos jours. La forge est encore là. La route asphaltée est devenue la route 7, puis 133. Au fond, on distingue l'église, mais avant d'y arriver, il y a une courbe et une intersection qui était dangereux. Voici, cette courbe fut de l'autre direction et l'intersection avec le rang du bord de l'eau. Sur la route 7, à l'époque, la voie du milieu servait à dépasser dans un sens ou l'autre. C'était très risqué pour les collisions frontales. C'était une route très achalandée pour le tourisme et le transport vers les États-Unis avant le prolongement de l'autoroute 35. Les véhicules arrivaient parfois vite dans la courbe avant que le clignotant au centre de cette photo soit installé. Voici le récit d'un drame survenu à cet endroit, comme nous l'a raconté Madame Mallette.
Madame Simone Touga touchait l'orgue de l'église Sainte-Anne tous les dimanches de l'été. C'est d'ailleurs en sortant du sanctuaire un dimanche matin que sa vie changea instantanément. Elle a vu sa dernière petite-fille, Anne-Marie, âgée de 11 ans, se faire tuer par un automobiliste provenant du rang du bord de l'eau qui voulait éviter un autobus Greyhound et a fauché cet enfant. Je me souviens aussi d'un autre accident spectaculaire la nuit. Un homme ensanglanté est venu cogner chez nous au milieu de la nuit pour téléphoner et demander des secours. C'était un chauffeur de camion remorque. Il avait manqué la courbe, peut-être qu'il s'était assoupi. Le camion s'est retrouvé sur le terrain du presbytère, manquant de peu de tomber dans le ruisseau. Et la remorque, séparée du camion, a glissé de côté sur la pelouse de notre maison devant l'église, en cassant un petit arbre. Beaucoup d'émotions, mais heureusement seulement des dégâts matériels. Le chauffeur était sain et sauf. Une autre anecdote, l'hôtel situé dans la courbe a connu une période malfamée, avec des bagarres et des danseuses. L'une d'elles est venue sonner chez mon frère pour téléphoner et échapper à des malotrus. Il n'y avait pas de téléphone cellulaire à l'époque. Parlons maintenant de festivités. Nous avons rencontré une ancienne reine de carnaval lors d'une rencontre avec un groupe de l'âge d'or. Elle se rappelait son manteau en poil de lapin et le défilé en Cadillac dans les années 60. Il y a eu aussi des carnavals dans les années 70, avec des chars allégoriques mettant en vedette des personnages en papier mâché, les sept nains ou Minnie et Mickey, par exemple. C'était beaucoup de travail de préparer ces chars, avec l'implication de nombreux bénévoles comme M. et Mme Toulouse, M. et Mme Lamarche. Les conjoints disaient que les bénévoles y passaient tellement de temps qu'ils pourraient tout aussi bien déménager leur lit à l'école ou au sous-sol de l'église. Il y avait bien sûr un bonhomme carnaval et des duchesses, et un souper paroissial avec 35 livres de fèves au lard à cuire. Un punch avec du petit blanc, certains en abusaient un peu. Il y a eu jusqu'à 23 chars allégoriques, un de plus qu'à Montréal. Et le défilé était escorté par la police provinciale. Madame Toulouse se souvient, à la dernière minute, le départ était retardé, il n'y avait rien sur un des chars. Elle s'est dépêchée de monter dessus avec une amie et faisait des bye-bye à la foule. Un char représentait le club de motoneige Les Sabres. Il y avait aussi une Miss Autoneige. Je me souviens du premier skidoo bombardier du village, celui de Pierre Touga, le fils du proprio du magasin général. Tous les amis voulaient faire des tours. Il reconduisait même parfois l'institutrice chez elle. La compagnie Massey Ferguson a aussi fait brièvement des motoneiges que mon père vendait. Je me suis enlisé dans le champ et je suis revenu à pied à l'aveuglette lors de la tempête du siècle en mars 1971. On discerne un peu sur cette photo la courbe de la route principale avec le clignotant et l'hôtel sous la bourrasque de neige. Le club belgo-canadien était un lieu de rencontre très populaire, réunissant les Belges et autres Européens et les Canadiens. Il y a eu là de nombreuses réceptions, des showers, des danses du samedi soir, des flirts adolescents, que de souvenirs. Le Belgo de Sabrevois n'existe plus, mais une nouvelle génération de la même famille continue d'opérer un resto-traiteur à Saint-Jean. Plusieurs générations ont connu le magasin général. L'aspect a changé au fil du temps, mais pas l'emplacement. Dans les années 60-70, à mon époque, c'était le magasin de Louis-Georges Touga, puis d'Émile Landry. Lorraine Doucet nous parle de ce lieu de rencontre dans sa jeunesse. Les familles allaient au magasin général où on vendait des bonbons dans un beau comptoir vitré qui faisait l'envie de tous les enfants et aussi tout le nécessaire à la vie des gens. Des boîtes de conserve, quelques fruits et légumes, des poches de patates, des poches de farine, des poches de sucre, dans du coton avec de beaux imprimés qui servaient à coudre des tabliers, des petites blouses ou des têtes d'oreiller.
Des galons d'huile à lampe, des bottes de travail, des fourches et des marteaux, des clous, des vis et de la moulée pour les animaux. À côté du magasin, il y avait un hangar et un abri pour les chevaux. Le dimanche d'hiver, entre autres, je me souviens de voir plusieurs chevaux se reposer à l'abri le temps de la messe, et pendant que tout le monde se retrouvait à jaser au magasin général en faisant les emplettes de la semaine. Moi, je me souviens du début des vacances d'été. On allait au magasin général pour s'acheter une paire d'espadrilles, des running shoes, qui allaient nous faire tout l'été. Il y avait de nombreux autres petits commerces, cordonniers, barbiers, épiceries, restos et casse-croûtes, dit Truck-Stop, l'Arc-en-Ciel. Madame Campbell dit: on se fait une famille avec les habitués, mais on ne peut plus en vivre à s'abreuvoir. Le milieu était plus autosuffisant avant l'arrivée des grandes chaînes, des centres d'achat et des déplacements plus faciles en auto. Il y avait un circuit d'autobus pour aller en ville. Pour nous, c'était Saint-Jean. Le boulanger, M. Silvio Boutillier, allait dans presque toutes les maisons 2 fois par semaine et faisait circuler les nouvelles locales. Mentionnons aussi M. Lamarche, un vendeur apprécié de produits électroménagers et autres. Il passait 1 fois par mois. Des gens appelaient s'ils retardaient. Les personnes âgées inventaient des besoins pour être sûres d'avoir de la visite. Une mention spéciale pour M. George Kurtz, un retraité anglophone qui venait de Calgary. Très impliqué, il a conçu la règle devant l'école et la glissade éléphant, aujourd'hui, de la ferme Reed. Il s'est beaucoup impliqué pour les chars allégoriques du carnaval et il est aussi l'auteur du dessin des armoiries de la paroisse et de la municipalité. Parlant de bénévoles impliqués, il y en a toujours eu plusieurs. Voici, par exemple, le comité de liturgie de la fin des années 60, avec l'abbé Georges Faneuf et moi-même, Jean-Pierre Guillet, adolescent. Nous avions organisé une messe à gogo où j'ai essayé de jouer de la trompette. Je ne pense pas que ça a attiré beaucoup plus de fidèles. Il y avait aussi les Dames de Sainte-Anne, le Cercle des fermières, les Lacordaires, des donateurs pour le chemin de croix et les vitraux, etc. Le bénévolat continue aujourd'hui pour des activités de financement qui aident la paroisse à survivre. Par exemple, un bazar d'objets donnés par les paroissiens, les trouvailles de Sainte-Anne pour les objets de piété ou les soupers spaghettis. Le bazar en plein air dépendait de la météo. Alors, pour s'installer à l'intérieur, des bénévoles ont creusé le sous-sol humide de l'église avec des outils manuels. Ils ont sorti la terre par la petite fenêtre à droite sur la photo et installé un plancher et une pompe submersible. Les bénévoles du bazar amassent jusqu'à 50 000 $ par année, ce qui permet d'entretenir l'église, contrairement à d'autres paroisses qui ferment. Quand on arrive à Sabrevois, on aperçoit un petit boisé s'étire le long de la 25e avenue. Il s'y trouvait une ancienne maison que nous surnommions, sans trop savoir pourquoi, la maison de la sorcière. J'allais parfois en excursion dans ce boisé, et j'étais intrigué par des murailles de pierre de part et d'autre du ruisseau. J'en ai parlé à mon beau-frère Gaëtan Baudin, qui demeure tout près, et il m'a rapporté les propos de Louis-Georges Touga, aujourd'hui décédé, ancien propriétaire des terrains voisins. C'était un ancien pont ferroviaire. Cela concorde avec des photos tirées de l'album du centenaire. Il y avait une gare à Sabrevois au début du siècle. Le train reliait Sabrevois aux États-Unis, New York et Boston, en passant par Saint-Jean, Iberville et Sabrevois. On voit par exemple sur cet ancien horaire que le train du matin partait de Montréal à 8h50 et arrivait à Sabrevois à 9h53. C'est plus rapide qu'aujourd'hui en auto avec le trafic. On trouve plusieurs de ces renseignements dans l'album commémoratif du 100e anniversaire de la paroisse. Des bénévoles comme Madame Lacroix ou Madame Lamarche se sont chargés de recueillir les informations, de rédiger des textes et de faire la mise en page.
avec la compagnie de Louis Bilodeau, celui qui animait Soirée canadienne. Tout ça sans ordinateur ni Photoshop. Les paroissiens contribuaient à 100 $ par page. C'est aujourd'hui une mine de renseignements inestimable. Un fascicule a été produit pour le 125e anniversaire de la municipalité. On a aussi préparé à cette occasion une capsule temporelle, une boîte souvenir, avec des dessins d'enfants, disques CD, argent, timbres. Elle doit être ouverte après 25 ou 50 ans. D'autres sources de référence pour ce projet ont été le livre de l'historien Réal Fortin sur Clément de Sabrevois de Bleury, en vente au musée du Haut-Richelieu ou disponible en bibliothèque ou prénuméré. Et aussi Village et paroisse de Sabrevois, disponible en ligne, une monographie d'Yvonne Labelle, historienne d'Iberville. Enfin, et surtout, merci à tous ceux et celles qui ont partagé leurs souvenirs. Louise Quintal, Marie-Marthe Véronneau-Lamarche, Nicole Lacroix, Lorraine Doucet, Flore Raymond, Luc Toulouse, Lucette Campbell, Pauline Campbell, Marie-Jeanne Delfosse, André Touga, Nicole Mallette, Maria Wolput-Coibillon, Berthe Campbell. Et moi, Jean-Pierre Guillet, j'ai eu le plaisir de réaliser ce projet en compagnie de Marie Chouanière, grâce à l'appui de la MRC du Haut-Richelieu. Si cette présentation vous donne le goût d'en savoir plus, je vous invite à consulter les panneaux d'information installés à l'extérieur de l'église du Messie à Sabrevois. Ils témoignent d'une riche histoire.